Bonjour tout le monde, bienvenue sur Radio Debout et c'est notre tout premier entretien. Et pour cette première, c'est même un double entretien et un double entretien de très haute volée, presque inespéré parce qu'aujourd'hui on reçoit deux hommes et les deux hommes qui nous viennent tout droit du plat pays, ils viennent de la Belgique et ils occupent tous les deux les plus hautes responsabilités au sein de leur parti, le Parti du travail de Belgique qui dans son propre pays cumule des scores impressionnants, qui est crédité de 20% dans les intentions de vote aux prochaines élections, ce qui en fait sans doute un des partis de notre gauche les plus forts d'Europe. Bonjour Raoul Edbou, bonjour Pieter Mertens. Bonjour. Alors je vais vous faire une rapide biographie, si je me trompe, vous m'arrêtez. Enfin, Pieter Mertens. Alors Pieter, tu es né en 69 dans le district d'Anvers, ton engagement commence dès les années étudiantes où tu mènes un mouvement contre la guerre du Golfe. En sortie d'études, tu travailles comme ouvrier intérimaire pour les entreprises de nettoyage. Tu rejoins le PTB en parallèle et tu deviens président des jeunes en 1995 et président du parti en 2008. Tu mènes le parti durant son ascension politique remarquable dont on vient de parler, avec notamment une forte percée en 2019. Vous êtes passé de 8 à 43 parlementaires. Tu cèdes ta place au président actuel, donc Raoul Edbou, en 2021 et tu deviens donc secrétaire général. Tu es auteur de nombreux ouvrages, dont plusieurs best-sellers, Priorité de gauche, Comment hostile, Au pays des profiteurs, Ils nous ont oubliés, et le dernier que tu viens présenter à Paris, qui est Mutinerie, dont un ouvrage dont on va pouvoir reparler ensemble tout à l'heure. Raoul, toi tu es né en 77 à Liège, tu es fils d'ouvrier sidérurgique. 77 on dit en Belgique. 77 on dit. Tu es né en 77, mais oui vu que tu es né en Belgique on va dire 77, à Liège. Tu fais des études de botanique. Ouais. Tu commences ton engagement militant en 94 lors des grèves étudiantes massives. Tu deviens membre du PTB dans la foulée, puis président du parti depuis 2021. Tu as même été mis sur écoute au début de tes années militantes. Tu es élu député aux élections fédérales de 2014 et tu es un des deux premiers députés du PTB. Comme le précise le site du PTB, tu es le seul président de parti à vivre avec un salaire de travailleur, puisque tu reverses les 3/4 de ton salaire et on y reviendra. Tu es également père de 2 enfants et enfin tu as publié plusieurs ouvrages dont Fais le switch, qui décrit ce que serait un plan désirable pour notre avenir. Bonjour à tous les deux et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous ai demandé avant de venir avec un objet. Est-ce que Pieter, tu peux me le présenter ? Oui, donc ça c'est une pétition, mais c'est une pétition navale. Donc mon livre, ça s'appelle Mutinerie, et donc la mutinerie a pris des formes différentes, des chants en pont inférieur des navires jusqu'à la prise des navires. Mais la pétition que je ne connaissais pas, c'est une pétition ronde où les exigences, les revendications étaient écrites au milieu, et les gens pouvaient, les marins pouvaient écrire leur nom autour de ces revendications. Et je ne connaissais pas c'était pourquoi, parce qu'on ne pouvait pas voir qui a commencé la pétition. Donc, il ne pouvait pas être réprimé par les autorités. Donc, c'est un symbole de la résistance marin. Donc, ça fait partie de la mutinerie. Et donc, je trouve ça une forme démocrate assez remarquable. Et donc ça, c'est pour vous. Ah bah, c'est ce que j'allais te dire. En fait, on demande aux gens de venir, mais de nous offrir un cadeau. Attendez, je vais le mettre juste ici. Alors peut-être juste avant de parler du livre, mais aussi du documentaire Mutinerie, je vais vous poser quelques questions sur le PTB, le Parti du travail de Belgique. Déjà peut-être sur vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez commencé à militer quand vous étiez étudiant. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur vos premières années, l'un et l'autre, pourquoi vous êtes engagé en politique et pourquoi au PTB ? Moi, il y a 2 éléments qui étaient importants pour moi. D'abord, la lutte contre l'apartheid dans l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, l'apartheid existe encore en Palestine, par les Israéliens, mais j'étais actif dans le mouvement anti-apartheid en Belgique. Et de 2, la guerre du Golfe en 1991, donc la première guerre américaine dans la nouvelle époque où l'Amérique allait être le maître du monde. Et ça a commencé immédiatement avec une guerre contre l'Irak. Et ces 2 éléments-là, on était actifs sur le campus et j'ai rencontré le parti. Et pour moi, c'était assez vite clair qu'on est beaucoup plus efficace dans une organisation que tout seul, parce qu'au début, on était tous seuls, quoi. Et au niveau intellectuel, et au niveau collectif, mais au niveau d'efficacité aussi, c'est quand même mieux avec un parti, quoi. D'accord. Et le PTB existait déjà donc, sur les campus à l'époque. Oui. D'accord. Et toi, Raoul, alors ? Moi, ça a été en 94-95. Il y a eu en fait des grandes luttes étudiantes pour le refinancement de l'enseignement et contre les coupes drastiques dans l'enseignement belge francophone. En l'occurrence, ces décisions ont été prises par des ministres sociaux-démocrates.
Loreto Onkelings en l'occurrence. Donc il y a tout un militantisme et une lutte de masse, une lutte de classe finalement pendant 5-6 semaines qui m'a beaucoup appris sur la vie. On avait créé le comité herstalien des étudiants parce que je venais d'Herstal, le CHE, le Tché. C'était voilà, donc on était, ça, voilà, il y a eu tout un apprentissage et puis très vite après. En 96-97, il y a eu une grande lutte ouvrière des forges de Clabecq, qui est une entreprise sidérurgique qui a fermé, avec une lutte de classe ouvrière intense. Ça a été un peu un cocktail dans ces années-là qui était à la base. Voilà, j'étais juste dans mon adolescence. Ça a payé. Et c'est une lutte qui a payé parce que c'est une des seules entreprises en Belgique qui avait été annoncée à la fermeture et qui aujourd'hui tourne encore. On fabrique encore de l'acier sur le site de Clabecq, donc c'était une formidable lutte ouvrière. Vraiment menée une main de maître, vraiment d'une délégation syndicale combative, quoi. D'accord. Et sur justement, est-ce que c'est important d'avoir des luttes victorieuses pour donner envie aux gens de commencer? Parce que toi aussi, du coup, c'était le mouvement anti-apartheid en Afrique du Sud. Ta lutte a été victorieuse, toi aussi. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a donné envie de continuer, de mettre le pied dans la porte et de vous dire on peut aller plus loin encore? Je pense que ça a été l'objet de toute une réflexion qu'on a eue à l'époque, qu'on voulait aussi être le parti des victoires et même des petites victoires, et pas uniquement un parti de dénonciation, d'opposition, de radicalité, mais aussi qu'on pouvait donner des mots d'ordre et des types d'organisations qui permettaient de chercher des petites victoires. Ce serait par exemple dans une commune où on annonçait que le prix du sac poubelle pour traiter les déchets passait de 50 centimes à 1 euro, de gagner une victoire que le prix restait à 50 centimes, par exemple, une fiscalité juste. Donc les gens apprennent aussi à prendre confiance en eux comme classe à travers aussi des victoires. Et donc là, il n'y a pas de petite victoire, justement. Il y a vraiment une symbolique politique forte qui a été un changement dans le parti, que Peter a impulsé dans notre parti, parce qu'auparavant, on allait mettre des mots d'ordre qui étaient quasiment accessibles qu'en période, je veux dire, presque d'insurrection populaire, quoi. Donc ça a quand même été toute une réflexion interne qu'on a eue. Et depuis, ces petites victoires, on fait pas mal de petits-enfants un peu partout dans le pays. Sur un point de votre biographie, Raoul, tu es fils d'ouvrier. Peter, tu as été travailleur, ouvrier. Vous pensez que c'est essentiel de connaître le monde ouvrier, le monde du travail pour pouvoir représenter les travailleurs? Oui, je crois que c'est très important parce que, bon, quand on a commencé, c'était au milieu des années néolibérales et donc la classe travailleuse n'existait plus dans les mots. Donc il n'y avait plus personne, même dans le syndicat, qui parlait sur la classe travailleuse. Et donc, on a mis de nouveau aussi au niveau de la narrative, la classe travailleuse dans le centre, mais pas comme un terme abstrait, mais avec des gens. On a une fraction fédérale maintenant dans le Parlement fédéral en Belgique. On est 12, il y a 4 ouvriers et ouvrières. C'est les 4 seuls ouvriers et ouvrières dans le Parlement. Et donc, avoir une visibilité et une porte-parolité pour ces ouvriers et ouvrières, c'est énormément important parce qu'il y a une reconnaissance des gens dans ces députés ouvriers et ouvrières. Donc, on veut continuer sur ce chemin en tout cas. Et je pense que c'est une pratique, mais qui est intégrée dans une option stratégique de notre parti. C'est qu'aujourd'hui, on entend souvent que la classe ouvrière disparaît. On va parler du peuple, par exemple, des gens, des citoyens. Nous, on a un parti qui est marxiste et nous croyons dans un rôle central de la classe ouvrière, c'est-à-dire tous ces travailleurs salariés qui travaillent dans les grandes industries et qui jouent un rôle de colonne vertébrale dans le combat. Ça, on le voit, je veux dire, en Belgique, que ce soit les cheminots, que ce soit les travailleurs qui produisent les voitures, le secteur de la chimie, tous les secteurs structurants du combat de la lutte de classe, dans lesquels militer dans les entreprises n'est pas facile, vu qu'en Europe, les droits de l'homme s'arrêtent au port des entreprises. Hein. Il y a la répression, etc. Mais il y a aussi une formidable combativité. Et donc le PTB est encore un parti qui a des sections d'entreprises. Nous n'avons pas que des sections communales. Vous avez encore des sections dans les entreprises, comme le Parti communiste chez nous avait à une période. Tout à fait, et qui grandissent. Et c'est consciemment que nous mettons de l'énergie et des forces dessus, parce que le militantisme, il est, comme je dis, parfois plus compliqué, mais ce sont des sections qui sont structurantes dans notre parti. Il y a même une promotion ouvrière dans notre parti, où nous avons même décidé récemment de mettre un quota de nombre d'ouvriers dans nos organes de direction, parce qu'on s'est rendu compte que spontanément, la classe ouvrière, en fait, est reléguée dans les endroits non décisionnels, y compris dans un parti comme le nôtre, avec plein de camarades qui sont de bonne volonté, des enseignants, des trucs, etc. Donc, il y a vraiment une identité de classe pour notre parti qui est quand même importante et qui déroule aussi de notre expérience personnelle d'identité de classe. Et personne ne pourra mieux représenter les intérêts des travailleurs que les travailleurs eux-mêmes.
Oui, et on le voit au Parlement, c'est assez génial quand nos députés ouvriers, quand ils interviennent, mais Peter et moi, on est au Parlement, on se délecte, on se régale, quoi. Non, mais vraiment, parce que c'est une telle spontanéité, et on voit les autres députés de tous les partis confondus, sociaux-démocrates, la droite, etc., un mépris vers la classe ouvrière qui s'exprime dans les yeux, et on a cette fierté qui s'y oppose. On a Nadia Moscoufo qui est caissière au Aldi, une grande surface chez nous, on a Gabi Colomunders. Il y a maintenant une annonce d'une fermeture de la construction de bus Van Hool chez nous, 2000 ouvriers. Et donc dans le Parlement, il y a Gabi Colomunders, il a été travailleur chez Ford. Et donc lui, il intervient pour défendre les ouvriers de Van Hool. Et donc tous ceux qui viennent avec la logique économique du capitalisme, donc lui, il réfute à partir de son expérience chez Ford. Et aussi, pas seulement nous, mais tous les autres se taisent parce qu'il y a quelqu'un qui parle de son expérience dans le Parlement. Donc il y a c'est assez fort au niveau du discours. Nous, on a aussi des ouvriers à la France Insoumise qui sont élus. Souvent, François Ruffin, il essayait de donner la parole des ouvriers, tu vois, à défaut de l'être, même nous, d'essayer de donner la parole. Et l'effet que ça fait en face, ça crée une crispation. Nous, du côté des députés, où on entend des cris de « Ah, ça va, vous nous parlez encore de Martine, encore de un machin, un tel ». Est-ce que vous, c'est un peu pareil? C'est quoi la réaction en face Oui, mais moi je crois que c'est effectivement, c'est autre si Raoul et moi, on parle sur les ouvriers, ou si les ouvriers parlent eux-mêmes. Parce que si Gabi parle, eux, ils ont leur haine de classe quelque part, les autres, mais ils n'osent pas tellement l'exprimer vis-à-vis un ouvrier lui-même, parce qu'ils n'osent pas être tellement honnêtes. Il y a des petits gestes élitistes, parce que le Parlement, finalement, c'est toute une galère élitiste, finalement. Mais la place que prennent les ouvriers et l'ouvrière, c'est fort. Et est-ce que du coup, pour les ouvriers que vous croisez, qui votent pour vous, qui votent pour les députés qui ont été ouvriers, est-ce qu'ils vous le disent ça, que c'est une fierté de voir enfin des travailleurs à l'Assemblée? Tout à fait. Non, tout à fait. C'est vraiment un point vraiment fort de notre identité de parti, parce que les travailleurs se reconnaissent dans leur propre parti. C'est pas nous qui nous battons pour les travailleurs. Les travailleurs, c'est leur propre parti. De ce côté-là, il y a une identité de classe de notre parti. Moi, je crois que c'est un vrai enjeu stratégique. Nous restons dans une grille d'analyse marxiste. Alors la classe ouvrière, fatalement, elle change. Je veux dire, chez nous, en Belgique, il y a beaucoup de travailleurs qui ont un statut employé, mais qui en fait travaillent dans le secteur des soins ou qui travaillent dans le secteur de la distribution. Donc la question n'est pas uniquement de la dénomination juridique et technique, mais globalement que le salariat, et plus particulièrement le salariat des grandes entreprises, est structurant pour le mouvement social. Ouais, les travailleurs se reconnaissent dans cette identité de classe du PTB. Et d'ailleurs, sur les listes pour les élections du 9 juin, parce que chez nous en Belgique, on a des élections fédérales, régionales et européennes, il y a encore une flopée de camarades ouvriers qui sont mis en ordre utile pour faire rentrer encore plein de travailleurs de l'entreprise de l'Aise, de la chimie à Anvers. Pour nous, c'était important d'avoir des travailleurs qui continuent à être présents au Parlement. En 2008, il y a je ne sais pas si on dit un switch. En tout cas, il y a une évolution du Parti du travail de Belgique. Tout à l'heure, je crois que c'est toi, Raoul, tu disais qu'avant, les mots qui étaient utilisés par le PTB, ça ne parlait pas forcément à tout le monde. Il y a une évolution du parti, c'est ton livre, Peter, c'est toi qui écris que la gauche doit sortir votre parti doit sortir de sa posture de donneuse de leçons, qu'elle doit remettre le travail au centre du jeu politique. Comment, et tout ça donne à la fin des scores impressionnants pour le parti, puisque entre 2008 et aujourd'hui, là maintenant vous êtes à 20% d'intention de vote, en 2008 vous étiez à combien? 3 à 4%. À 3-4%, et là il y a une évolution incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire que la gauche déjà arrête d'être donneuse de leçons, et qu'est-ce que ça veut dire remettre le monde du travail au centre du programme? On a pris notre temps d'abord, donc parce que c'est pas, le switch n'a pas été fait en un jour ni en un congrès. On a préparé un congrès de renouveau en 2008 à partir de 2003, et donc on a regardé dans le miroir et on a vu des choses qui n'étaient pas tellement chouettes, qu'on était perçu d'être des donneurs de leçons, etc., et d'avoir la vérité, etc. Et donc on a changé tout ça. Et donc sur deux axes. D'abord l'axe de continuer d'avoir une colonne vertébrale, des principes. On voulait rester un parti avec des principes marxistes, comme Raoul le dit, mais d'autre côté aussi d'être un parti souple. Donc ces deux axes, avoir des principes, une colonne vertébrale, mais de l'autre côté une souplesse, une tactique au XXIe siècle. Donc on essaie de les combiner les deux.
D'accord. Et toi, Raoul, du coup, toi, t'avais quel âge en 2008? Ouais, 2008, ça nous rajeunit pas, mais ça fait 31 ans. Donc 31. t'étais un jeune, Ouais, plutôt ouais. un jeune militant. Ouais, en fait, il y a toute une génération qui est rentrée dans le parti via Peter, qui dirigeait l'organisation étudiante. Donc, on a un peu toute une génération de ces luttes de classe 94, 95, 95, 96, et où Peter, finalement, a aussi apporté cette nouvelle génération dans le parti. Et là, il y a eu, sous la direction de Peter, une discussion justement stratégique sur comment rester un parti révolutionnaire, parce que nous voulons changer le capitalisme. Notre socialisme 2.0, comme nous le définissons dans nos textes, qui est donc une société socialiste, avec effectivement une planification, je veux dire, économique, démocratique, avec des enjeux démocratiques de rendre le pouvoir réellement au peuple et aux travailleurs. Donc garder ce principe et en même temps tenir compte du fait que nous sommes en 2024 en Europe, dans une phase plutôt défensive de la lutte de classe, et comment pouvoir adapter nos mots d'ordre, comment pouvoir aller chercher les petites victoires, on en a parlé tout à l'heure, comment ne pas paraître en étant sectaire. Je vois un peu cet exemple qu'à l'époque, je veux dire, une délégation syndicale avait demandé 1 euro d'augmentation dans une entreprise, vendre un Miracle Track pour demander 2 euros, parce qu'il fallait toujours être maximaliste, quoi. Et donc ça, c'était une vraie réflexion de comment une gauche ultra-radicale a pu se transformer justement dans une gauche qui a pu parler à beaucoup plus de gens, mais à nouveau en restant sur nos principes, parce que l'histoire nous montre aussi que beaucoup de partis, au nom d'une tactique et d'une souplesse, mais finalement se sont rangés dans le système. Je veux dire, Finalement, il y a plein de partis qui, des fois, changent la stratégie, mais finalement, peut-être changent le fond. Mais, ouais. Donc, c'est pour ça qu'on a dit dès le début, on va s'adapter, on va introduire la souplesse, mais pour garder la souplesse, il faut une colonne vertébrale, parce que si c'est seulement la souplesse, on est sur une pente glissante vers la droite, donc ça on a évité. De l'autre côté aussi, par exemple, la communication est très importante chez nous, mais on dit c'est la communication sur base de notre activité militante, et pas l'inverse, parce qu'il y a des gens qui croient « Ah, vous avez la formule magique de communication ». Non, non, non. On se base notre communication sur le travail militant dans les usines, dans les quartiers, et c'est comme ça que ça marche. Et du coup, le travail, c'est le point, le travail, les conditions de travail, reprendre l'outil de travail, ça c'est vraiment le point central pour le parti du travail justement de Belgique. Mais ça, en tout cas, donc c'est un axe vraiment important, cette lutte de classe, la question des salaires, la question des conditions de travail, tout ça évidemment ça fait partie intégrante de notre identité, mais on a aussi élargi quand même pas mal avec le parti, le PTB ces dernières années, des différents sujets. La lutte de classe sur la question du climat fatalement, hein, qui va payer la transition climatique, est-ce que c'est les travailleurs qui vont payer ou est-ce que c'est le grand capital qui va repayer, c'est un enjeu concret. La démocratie, nous, on est présents maintenant avec Peter depuis maintenant combien, une petite dizaine d'années, j'irai au Parlement. On a découvert beaucoup de choses au Parlement, mais il y a une chose qu'on n'a jamais trouvée avec Peter, c'est le pouvoir. Et le pouvoir, il est partout, sauf au Parlement, dans nos démocraties européennes. Quoi. Franchement, on a regardé sous les tables, derrière les rideaux et tout. Pas de pouvoir, non. Pourquoi? Parce que les vraies décisions sont prises dans les conseils d'administration des grandes multinationales, dans les cabinets ministériels. Donc le combat pour plus de droits démocratiques, par exemple, fait partie intégrante aussi de notre parti. Les combats municipaux aussi. Parce qu'on n'en a peut-être pas abordé ça aussi, mais comment, à partir dans les communes chez nous, enfin, donc les municipalités, des combats, j'ai parlé tout à l'heure pour les sacs poubelles, mais ça peut être les combats pour le maintien d'une bibliothèque ouverte, ça peut être le combat pour avoir justement évité que les automobilistes sont sanctionnés avec sans arrêt des taxes de plus en plus chères. Enfin, tous ces combats-là, on les prend en main aussi dans les communes, et ça permet aussi aux gens de se mobiliser près de chez eux. Il y a les combats évidemment mondiaux, le livre de Peter en traite abondamment, et puis il y a les combats concrets aussi, et il y a un lien entre les deux. Pour le reste, il y a dans le parti, parce que par exemple, Raoul est un des hommes les plus populaires en Belgique, dans toute la Belgique, et dans le sud et dans le nord, ce qui est exceptionnel. Mais on a une forme de collectivité dans le parti qui est importante aussi, dans le renouveau. C'est-à-dire, on discute fermement dans le parti. Mais on prend des décisions ensemble et après on y va pour ces décisions. Donc on ne fait pas des bagarres et des rumeurs dans la presse. Non, non, il y a la discussion à l'interne, il y a une collectivité qui est respectée. Il n'y a pas l'individualisme ou l'égoïsme dans le parti qui est toléré. C'est très important pour garder cette unité d'un parti croissante pour nous. Il y a aussi quelque chose sur la forme, la manière d'incarner le mandat. Ici, c'est la place des ministres, 11 000 € par mois. Là, c'est la place des parlementaires traditionnels, 6 000 € par mois. Et ici,
c'est la place des députés PTB qui continuent à vivre avec leur salaire de travailleur. Quand on gagne autant, c'est facile évidemment de voter des lois antisociales. C'est facile d'augmenter les accises ou de voter la pension à 67 ans. Face à cette situation, diminuons de moitié le salaire des politiciens. Grâce à notre pression, le salaire des députés du Parlement flamand a déjà été diminué de 5%. Il faut en finir avec ce système, il faut en finir avec cette culture des profiteurs et pour ça, on a besoin de vous. Je ne sais pas si vous savez, François Ruffin, lui, il se paye au SMIC, donc le salaire minimum en France. Moi, je reverse la moitié de mon salaire à des associations, etc. Et au PTB, donc il y a une vidéo qui a tourné sur TikTok où tu expliques qu'un député PTB coûte aussi moins cher qu'un député lambda. Ça gagne combien un député du PTB et pourquoi ? Nous, on a donc gardé le principe qu'un député du parti gardait le salaire moyen d'un ouvrier en Belgique. Donc moi, je vais tourner à 2300 par mois. Et c'est un principe qu'on a appliqué pour l'ensemble de nos députés, pour la bonne et simple raison qu'on dit toujours que si on ne vit pas comme on pense, on finit par penser comme on vit. Il y a un lien entre les conditions matérielles dans lesquelles on vit et les pensées qu'on a. Et donc l'avantage avec notre système de cotisation, où on reverse une grosse partie de notre salaire, c'est qu'on continue à vivre comme les travailleurs qu'on représente. Donc ça, c'est d'un point de vue idéologique important. Deux, on est hyper content avec Peter dans le parti, c'est qu'on n'a pas de carriéristes et d'opportunistes qui viennent chez nous. Donc qui est-ce qui veut venir bosser 60 heures semaine pour 2003 par mois? Tu comprends? Je veux dire, c'est un mécanisme, parce que j'ai plein de partis qui sont occupés quand il y a une croissance, qui se disent, des partis d'ouge, mais comment on fait pour avoir les vrais militants qui viennent pour la couleur du blason, quoi. Bah ouais, bah c'est simple. Tu mets un principe comme ça en place, quoi. Je veux dire, et ça crée un côté très collectif, justement, où il n'y a pas un côté de « ah, je veux monter ». Chez nous, le parti, c'est pas en train de se battre pour être député. Hein. C'est une des fonctions importantes, mais franchement, je peux dire que Peter et moi, on a très peu d'usure au niveau de nos petites vestes avec des gens qui disent « j'aimerais bien être député », mais c'est vrai. On en parlait encore il y a quelques semaines. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de fonctions différentes, des tâches militantes différentes, et qu'il n'y a pas un ascenseur social et financier au fait d'aller chercher le mandat. Et c'est quelque chose qui nous est resté de nos principes fondateurs du parti et qu'on a gardé. Et les autres députés, c'est 6 000 € par mois, hein, c'est ça? C'est ça. Donc vous coûtez presque 3 fois. Enfin, vous êtes payé 3 fois moins qu'un député. Oui, et donc il y a la haine des autres partis. Nous, en général, on exige qu'il y a la diminution des salaires de tous les parlementaires par moitié, parce qu'ils gagnent trop. Mais de l'autre côté, nous, on verse l'argent vers les partis. On l'utilise pour l'action sociale, pour nos médias, pour nos avocats, pour payer, etc., etc. Et donc il y a la haine que nous, on verse cet argent vers la collectivité du parti. Donc, si on garde l'argent pour nous-mêmes, pour l'individu, pas de problème. Mais si on verse l'argent vers la collectivité, grand problème que le PTB utilise cet argent pour la collectivité. Ça vous fait quoi de représenter le peuple, les travailleurs dans le Parlement de votre pays? Oui, je crois que c'est un devoir, mais c'est aussi une opportunité. Donc, pour nous aussi, dans le Parlement, on essaie d'être avec les mandataires la moitié de notre temps sur le terrain, parce que de sortir du bulle du Parlement, parce que on voit aussi même d'autres gens parlementaires, d'autres partis qui peut-être sont de bonne volonté, mais si on est plein temps à Bruxelles dans son bulle, on oublie le monde, on n'est plus en contact. Et donc, visiter les syndicats, visiter les lieux de travail, visiter chaque piquet de grève, c'est un principe d'honneur pour nous, qu'on visite chaque piquet de grève avec nos mandataires. Écouter aussi, pas parler seulement, mais écouter, entendre ce que les gens disent, même si on n'aime pas. Ce sont des principes qui sont importants. Et de là, on peut avoir la parole dans le Parlement pour donner la mégaphone. Et est-ce que c'est une fierté pour vous? Alors oui, donc ça c'est une grande fierté parce que on rend espoir aux gens. Je pense que ce qui ennuie vraiment les ministres traditionnels chez nous en Belgique, c'est justement qu'on leur met à la figure ce que le monde du travail a envie de leur dire direct. C'est ce que les gens disent. Vous dites tout haut ce que nous, on ne peut pas dire parce qu'on n'a pas accès au plateau télé, on n'a pas accès à la tribune. Et ça, c'est nouveau dans le parlementarisme belge, c'est que tous ces ministres sentent bien qu'on n'est pas en train de communiquer avec eux, on est en train de communiquer directement avec les travailleurs. Mais c'est la même chose quand François Ruffin, quand François fait son discours où il dit « Mais qui vous a nettoyé ici tout votre Assemblée nationale hein ?» C'est un discours qui a énormément circulé aussi en Belgique. C'est quoi la force de ce discours comme François fait et comme nous on fait aussi en Belgique? C'est de donner un visage à ce monde du travail, y compris dans le cœur du système.
parce que c'est normalement, le Parlement, il est là pour être isolé un peu de tout ça. Et non, et ça, les gens sont assez fiers de ces couleurs-là. J'ai une dernière question sur le PTB qui m'a surpris, étonné, je ne sais pas comment vous dire ça. Vous avez des maisons médicales et vous avez des permanences pour que les gens comprennent leurs factures. Vous avez un festival, vous avez un média, donc CAFTO, c'est ça ? Facto, pardon. Ça vient d'où ça ? Enfin, un parti, déjà, c'est quand même le plus étonnant, ça reste les maisons médicales. Le parti, comment ça s'explique ? Est-ce qu'un parti de service, déjà, c'est être utile ? Est-ce que ça revient sur changer concrètement le quotidien des gens ? Mais d'où ça vient cette histoire ? Non, ça vient du tout début du parti, être au service du peuple. Donc, servir le peuple, c'était le mot d'ordre à cette époque-là. Et je crois que ça reste aujourd'hui. Par exemple, on va envoyer des médecins à Rafah, à Gaza, dans 2 semaines. Donc, des médecins du Parti du Travail de Belgique qui vont aller à Rafah dans 2 semaines avec le World Health Organization, donc avec une équipe internationale. Et donc on reste convaincu que, par exemple, pour des jeunes étudiantes en médecine, il y a tous ceux qui veulent faire carrière, mais il y a toujours une partie qui veut mettre les sciences et la santé, la médecine au service de la population encore aujourd'hui. Nous, on offre une place dans nos maisons médicales, dans les quartiers populaires notamment, pour faire ça. Donc, il y a une fierté de notre part de pouvoir organiser ça. On a aussi des juristes au service de la population. Donc, je crois que comme chez vous, il y a aussi dans la jeunesse, il y a une volonté énorme d'essayer de changer. Et donc, si on structure ça, si on a une organisation qui met en place la possibilité de le faire, on peut attirer beaucoup de jeunes de différentes couches. Je pense qu'il y a l'idée aussi de construire déjà l'autre monde que nous voulons construire au sein même du capitalisme. Donc de construire un contre-pouvoir dans la pratique. Donc nos maisons médicales, on y pratique une médecine gratuite, c'est-à-dire payée par la sécurité sociale, par un système de forfait qui existe en Belgique. Donc une médecine gratuite, de qualité, collective, où les médecins travaillent avec les autres disciplines. Et on montre déjà en petit ce qu'en fait on veut réaliser de toute la société, c'est que la médecine doit être un droit et pas un privilège, l'accès aux soins de santé. Et 2, qu'on a un parti d'action. Vraiment, je veux dire, c'est important la politique, c'est important les discours, c'est important les débats de fond, mais l'action aussi. Des fois, je veux dire, j'ai l'impression que dans une certaine gauche, on parle plus de temps à causer. C'est normal que les gens veulent faire de l'action. Et cette action, elle n'est pas par définition réformiste ou elle n'est pas par définition de la charité. Non, elle peut être une action émancipatrice à partir du moment où elle est cadrée dans une séquence d'émancipation des travailleurs par eux-mêmes. Et donc, on a eu des grandes inondations, par exemple, il y a 2 ans en Wallonie. On a eu des milliers de bénévoles de nos Solidarity Teams, donc les teams Solidarité, qui sont venus de Flandre, de Bruxelles, de Wallonie, pour venir aider les travailleurs à Verviers, etc. Et de là, on est venu à une critique systémique de pourquoi les cours d'eau ne sont pas gérés, pourquoi le changement climatique, c'est toujours les travailleurs qui payent. Donc l'un ne s'exclut pas l'autre. Des fois, on oppose un peu les deux dans une gauche radicale en disant non, c'est soit la polémique politique anticapitaliste, soit alors du réformisme C'est le réformisme révolutionnaire. Ouais, exactement, ben oui. Bon. C'est marrant parce que du coup, en France, on a un ancien ministre de la Santé, Olivier Véran, je ne sais pas si vous connaissez, qui va devenir chirurgien esthétique. Du coup, en fait, en Belgique, la gauche donne des soins aux gens et en France, la droite met du botox dans les joues des gens. Je la garde celle-là. On va passer à la seconde partie qui est sur ton livre, Peter. Mais Raoul, tu restes avec nous. Tu un grand plaisir. J'ai lu le livre. Donc, et si tu dis n'importe quoi, je compte sur Peter pour mettre le coup de coude qu'il faudra. Donc, Mutinerie, qui sort chez Agone, comment le monde bascule. Honnêtement, moi je l'ai lu du coup ce week-end, en plus parce qu'on m'a dit que vous veniez. Alors du coup, en urgence, j'ai lu le bouquin. C'est pas que, alors je l'ai un peu abîmé. Enfin bref, il paraît que c'est comme ça qu'il faut bien traiter les bouquins. J'ai regardé aussi le documentaire, parce qu'en fait Mutinerie c'est un documentaire en néerlandais. Et enfin en néerlandais en tout cas, et en français aussi, qui est disponible sur YouTube. Tu m'as dit que tu allais en faire un podcast aussi en français, pour celles et ceux qui se mettent un peu à la course ou je ne sais quoi, ou en voiture. C'est quand même un principe très important de faire ça, parce que ça rend le bouquin accessible, je trouve, à un plus grand nombre. Tout le monde n'est pas socialisé forcément avec la lecture, et donc il n'y a pas d'excuse pour ne pas être informé de ce qu'il y a dans le livre. Je commence avec une première question. Manifestation des agriculteurs, été du mécontentement, grève de 500 000 soignants au Royaume-Uni, mouvement des sans-terre au Brésil. C'est quoi le spectre qui hante le monde et plus particulièrement le capitalisme ?
Non, je crois qu'aujourd'hui, on est dans la phase de dire non et c'est déjà une mutinerie. Donc, c'est pour la première fois qu'il y a des nations, il y a des nations dans le Sud qui disent non à ce que Washington veut. Et donc, le mot mutinerie vient d'une haute responsable du Conseil national de sécurité américain, Fiona Hill, qui a dit ce que les pays du Sud sont en train de faire, c'est la mutinerie parce qu'ils ne suivent plus ce que nous on veut. Et donc nous on a vu qu'il y a notamment 5 grands pays, le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud, le BRICS en bref, ils deviennent de plus en plus importants sur l'échelle mondiale. Et la part de ces 5 pays dans le produit brut mondial est devenue plus grande que la part des économies les plus riches sur la Terre. Donc au niveau économique, il y a un changement qui a lieu. Et sur cette base économique, il y a une autonomie qui est voulue par beaucoup plus de pays dans le Sud. Et Washington est en train de perdre des plumes aussi au niveau économique et essaye de répondre avec une guerre économique vis-à-vis de la Chine, etc. Mais il y a un basculement qui a lieu réellement devant nos yeux. Mais la mutinerie, en vérité, le titre est au singulier, mais en fait c'est une mutinerie au pluriel parce que dedans tu dis qu'il y a une mutinerie sur le pont. Donc ça c'est les pays du Sud, hein, comme c'est dit dans le documentaire. En fait, je ne veux pas dire face aux pays du Nord parce qu'en vérité tu cherches à construire un pont entre les deux justement, donc sur le pont, mais il y a aussi des mutineries sous le pont. Qu'est-ce que c'est ça, les mutineries sous le pont? Donc c'est la double mutinerie. Et par exemple, l'Inde est l'exemple le plus facile à comprendre parce que l'Inde c'est un régime avec Modi notamment, un régime d'hindou nationalisme super réactionnaire, aussi raciste vis-à-vis des musulmans. Il y a des razzias, il y a l'harcèlement sexuel qui est toléré complètement en Inde. Ils ont essayé de réprimer la plus grande lutte paysanne dans le monde, c'est-à-dire les paysans indiens qui ont protesté et gagné la lutte contre 250 millions de manifestants. 250 millions de manifestants. Ils ont gagné la lutte contre la libéralisation des terres en Inde. Ils ont essayé de réprimer tout ça. Et donc la lutte d'en bas, sur le pont inférieur du bateau en Inde, est juste et il faut le soutenir contre ce régime réactionnaire. Mais ce qui est complexe, c'est en même temps le régime de l'Inde qui va devenir la 3e économie mondiale dans quelques années, prend sur le plan international des positions objectivement progressistes. Par exemple, quand le ministre de l'Extérieur de l'Inde va dire à Bruxelles, dans le Parlement européen, donc Shana Shakar, il dit l'Europe doit quitter l'idée que tous les problèmes de l'Europe sont les problèmes de tout le monde. Et il ajoute l'Europe doit aussi quitter l'idée que tous les problèmes du monde doivent être résolus par les Européens. Et c'est pour la première fois qu'on ose dire ça par des pays. Donc il y a une mutinerie sur le pont en haut et en bas en même temps. Ça, c'est la logique de la double mutinerie. Le livre, c'est quand même... moi, là où je suis... quand je l'ai lu, j'ai vraiment eu le sentiment de lire le manifeste du parti communiste de Engels et Marx sur le fond, mais en fait aussi sur la forme, d'avoir un livre avec beaucoup de chiffres détaillés, une explication du monde très c'est pas pour faire des grands mots, mais un peu matérialiste, t'exposes juste des faits, en fait, des faits. Et d'ailleurs, il y a un des faits qui est exposé dedans, alors je sais plus si c'est dans le documentaire ou dans le livre, il y a un peu la confusion entre les deux, mais tu rencontres Grace Blackley avec un accent du Limousin, qui est une économiste britannique, et elle te dit, et d'ailleurs Raoul, tu vas pouvoir aussi rebondir, l'inflation, c'est un choix politique. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Parce que nous, on a nos ministres de l'économie qui tout le temps disent nous, on veut combattre l'inflation, mon Dieu, l'inflation nous submerge, comme si c'était un phénomène naturel. Vous pouvez m'expliquer pourquoi c'est pas naturel et pourquoi c'est politique? Mais je pense que Peter explique bien dans son livre que l'inflation, en fait, c'est une lutte de classe, de la question de savoir de qui va payer l'inflation, et que l'inflation en tant que telle diminue en fait la valeur du salaire payé aux travailleurs au profit de qui? Voilà, d'entreprises qui ont fait des marges bénéficiaires qui ont explosé dans les périodes d'inflation. Donc l'inflation n'est pas, contrairement à ce qu'on dit, quelque chose de neutre, avec une banque centrale qui soi-disant n'est pas politique et qui donc déciderait pour le bien de tout le monde qu'il y a un chiffre, voilà, je sais pas, 2%, hop, vos gueules plus, qu'on a décidé 2% d'inflation maximum. Non, je pense que là, c'est bien décrit dans le bouquin qu'il y a une lutte de classe, à savoir de si l'inflation est quelque chose de positif, oui ou non. Et ça a été quand même quelque chose de très d'actualité en Belgique et en Europe, où il y a eu une lutte en fait pour l'augmentation des salaires. Vous savez qu'en Belgique, on a
revalorisation automatique des salaires. Si le coût de la vie augmente, les salaires augmentent. C'est ça, qui est en gros un acquis historique des travailleurs belges. Et de ce côté-là, je rends enthousiasmant pour nous de voir des travailleurs des autres pays européens. Nous, on le demande. Voilà, exactement, qu'il y a une revendication pour ça. Et en même temps, c'est notre devoir aussi d'expliquer qu'il y a des limites à cette indexation. Par exemple, l'essence et le diesel, qui sont des produits qui ont fortement augmenté, ne sont plus repris dans le calcul d'augmentation des salaires, par exemple. Donc il y a des manquements aussi à cette indexation. Et il n'y a pas de possibilité, par une loi très contraignante en Belgique, d'aller chercher au-dessus de l'inflation des augmentations plus élevées dans certains secteurs. Voilà, donc ça, c'est la lutte de classe pour les salaires et la lutte de classe sur l'inflation. Voilà, c'est un combat qu'on a vraiment pris en main. Il y a deux doctrines pour faire face à l'inflation. La première, nous, ce serait d'augmenter les salaires, de dire qu'il faut que les salaires suivent. Et en fait, il y a une autre doctrine que tu expliques dans le bouquin, c'est celle qui vise à dire que si tu augmentes les salaires, tu crées une spirale inflationniste. Alors déjà, la première question, c'est de quoi se nourrit l'inflation, tu le dis justement bien dans le livre, c'est pour ça que je te demande, et aussi la doctrine qui est appliquée en ce moment, c'est une doctrine où en fait ils veulent compresser, en fait en augmentant les taux d'intérêt, ils veulent compresser la croissance en fait. Alors j'essaie d'être un peu intelligible pour tout le monde, est-ce que tu peux un peu m'expliquer, c'est quoi la doctrine qui est appliquée en ce moment pour soigner l'inflation de la part des gouvernements? Oui, d'abord, il y a les paroles, parce que ça déjà, c'est assez bizarre, parce que c'est partout, ils ont dit à un moment, l'inflation est causée par les salaires. Mais si on voit au niveau global européen, américain, il y a une stagnation des salaires depuis quelques années. Ils sont même en baisse. Et comment les salaires qui sont en baisse peuvent augmenter les profits? Même dans leur logique, ça ne tient pas de route, c'est impossible. Donc, ces théories ne marchent pas. Alors, il y a d'autres économistes comme Isabelle Weber qui ont expliqué, à partir surtout des années Covid et de la guerre en Ukraine de 2022, il y a les surprofits, mais vraiment les surprofits au niveau des grandes firmes pétrolières et au niveau des industries agro-industrielles comme Cargill, etc. Ils font des surprofits, ils utilisent la guerre, ils utilisent le chaos pour augmenter leur marge bénéficiaire. Et c'est ça qui a causé l'augmentation des prix au niveau général. Et maintenant, eux, ils disent comment on va lutter. Donc le système, ils disent ouvertement comment on va lutter contre ça. Ils disent, OK, on va augmenter les taux d'intérêt, on va créer plus de chômage parce qu'emprunter de l'argent coûte plus et donc ça va être plus difficile d'investir. On va créer plus de chômage, plus de chômage et comme ça, on peut briser la force de la classe travailleuse. C'est assez ouvertement qu'ils le disent. Il y a Tim Gurner, que je le cite, c'est un grand patron australien, qui dit il faut plus de malheur dans l'économie. Il le dit ouvertement, il faut plus de chômeurs dans l'économie. On a un problème dans le capitalisme, qu'il y a trop de gens qui bossent pour le moment. Et comme ça, les salaires sont trop hauts, donc il faut créer plus de chômage. Et c'est une politique assez voulue. Il n'y a rien de naturel, c'est un choix politique du système. Donc c'est typiquement la politique qui avait été mise en place par Margaret Thatcher. Tu parles de l'Ukraine, tu parles du blé, il y a un chiffre qui m'a fait halluciner, je ne le connaissais pas. Quand il y a la guerre en Ukraine, c'est 0,9% des céréales qui sont bloquées, donc c'est ce qui pourrait faire augmenter les prix. Et du coup, 0,9% seulement des céréales mondiaux qui sont bloquées, et les prix augmentent de 70% pour tous les céréales. Ça, c'est quoi? C'est une immense spéculation. C'est une immense spéculation. Et tout ce capitalisme dans cette phase monopoliste, il y a aussi la perfidité de la spéculation. Et donc, au moment qu'ils ont vu, les grands spéculateurs, qu'il y a eu la guerre et l'Ukraine comme producteur de blé, ils ont téléphoné à tous les bateaux mondiaux et ils ont littéralement dit il faut que les bateaux restent encore dans la mer pour augmenter le prix. Donc la spéculation a été énorme. Et donc tous les producteurs de blé honnêtes de France, de la Belgique, etc., ils sont aussi très en colère parce qu'ils voient que leur bourse de blé est inondée par ce phénomène de spéculation des grandes firmes. Et donc c'est nous tous qui payons ça dans les supermarchés, tous ces prix-là, parce que ce ne sont pas les agriculteurs en France ni en Belgique, etc., qui reçoivent des prix honnêtes. Non, il y a une partie qui part vers cette spéculation. On a vu la même chose au niveau du gaz et du pétrole au début de la guerre en Ukraine. Donc, ils utilisent des guerres, des situations chaotiques
pour augmenter leur prix et spéculer sur des biens alimentaires nécessaires pour tout le monde. Les profits qui augmentent les prix des produits, en fait, il n'y a pas que toi, il n'y a pas que vous. Il y a aussi un organisme qui s'appelle le FMI, qui n'est pas le Fonds marxiste international, mais qui est le Fonds monétaire international, qui vous donne raison. Oui, finalement, ils ont dû admettre en 2023 que l'augmentation des prix en 2022-2023 s'est causée essentiellement par les super profits. Mais bon, ça a passé dans les pages 17 et 18. Et entre-temps, tous les organes patronaux continuent à dire que c'est à cause des salaires. Tout le monde le sait, sauf les gouvernants, en fait. Ouais, ils ne veulent pas... Ou alors ils ne veulent pas le savoir. Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'ils ne veulent pas le savoir. C'est une question d'un choix de classe qu'ils font. Hein. Je reviens là-dessus. C'est quand même la question de qui doit payer pour la crise économique et sociale actuelle. Et là, beaucoup de nos gouvernants en Europe décident que c'est aux travailleurs de payer. Et nous, on n'est pas d'accord avec ça. Et c'est intéressant de voir comme l'évolution au sein du FMI, ça retouche quand même au point d'entrée du bouquin de Peter sur la mutinerie. C'est que finalement, ces organismes multilatéraux, petit à petit, il y a une lutte au sein même de ces organismes même, par des pays qui étaient très très faibles économiquement dans les années 80-90 et qui aujourd'hui, des pays du Sud, qui prennent leur place aussi dans ces organismes internationaux, l'OMC, le FMI, l'époque où c'était uniquement des courroies de transmission des demandes de l'impérialisme américain est révolue, ce qui est une des raisons d'ailleurs aussi pourquoi une partie de l'establishment bourgeois américain est en train de dire tiens, on mettrait bien ce multilatéralisme de côté pour directement intervenir avec les intérêts d'America First. Ça reste une même politique impérialiste qui s'adapte à la nouvelle séquence qui est décrite, je trouve brillamment dans le livre de Peter, qui est celle que, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, les pays du Sud, c'est-à-dire ne faisant pas partie des métropoles impérialistes, on dépasse, au point économique, le poids du G7 ou des pays capitalistes. C'est quand même unique. D'ailleurs, même le G7 est obligé de... Enfin, le rapport de force fait qu'il y a même Lula, président du Brésil, c'est ce que tu dis dedans, que c'est une première, qui est invité au G7. Et surtout, il n'y va pas en invité en se regardant les pompes, les mains dans les poches, comme quand tu es invité à un anniversaire, mais qu'en fait, on ne savait pas trop si tu pouvais venir. Mais lui, il vient, et très clairement, il parle du racisme en Europe, il parle d'autres sujets, il se fait respecter tout de suite, quoi. Ouais, moi je crois que moi je trouve ça qui est chouette dans le livre de Peter. Je trouve que c'est un livre du matérialisme dialectique. Tantôt tu as fait référence au fait que les faits sont majeurs dans le bouquin, et donc les faits et les anecdotes du vécu des gens, donc ça c'est le matérialisme. Et puis cette dialectique d'aller détecter ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui et qui va devenir une séquence pour le futur. Et plutôt que de rester uniquement regarder dans le passé, de manière dépressive, déprimée, ouais, on n'a plus le rapport de force des années 70, 80 et tout, Peter va chercher ce qu'il y a de nouveau dans la séquence maintenant. Et c'est un livre d'espoir. Franchement, moi, je trouve tous ceux qui regardent aujourd'hui l'entretien, lisez-le parce que c'est aussi un livre d'espoir, quoi. Des fois, enfin, Peter le dit brillamment, c'est de dire des fois on se tire sans arrêt des balles dans le pied, on se déprime, ça va pas, quoi. C'est-à-dire, il faut vraiment pouvoir avoir un espoir et voilà, le bouquin incarne ça. C'est vrai que sur la structuration du bouquin, où je trouve que là c'est un livre d'espoir, c'est qu'au début, on te parle un peu de l'été du mécontentement, les travailleurs, les soignants britanniques. En fait, les gens que quand ils s'arrêtent, en fait, le monde s'arrête, enfin, les essentiels, le boulot qu'ils ont fait, et après t'expliques qui leur vole leur argent, quoi. En fait, c'est un peu ça le bouquin. Je crois que nous, on doit offrir notre propre argent là, parce que je l'ai dit partout aussi, qu'il y a aussi en Europe quelque part une idée de seulement voir l'extrême droite et la montée de l'extrême droite. Mais il y a des forces qui sont vraiment paralysées par la phare de l'extrême droite et qui ne parlent que sur l'extrême droite. Et moi, je trouve que, ok, c'est un danger réel, on va en parler, mais j'ai suivi des formations en Allemagne, etc. Quand on n'était pas encore dépressif en entrant de la formation, on était sûrement dépressif en sortant de la formation. Et ça ne peut pas être le but de la gauche. La gauche doit renforcer les gens, doit améliorer les gens, doit s'aimer une fierté de classe et pas la dépression. Et donc, moi, c'est pour moi que je trouve qu'il faut comprendre le monde et chercher une voie d'optimisme, une voie d'espoir pour la classe travailleuse et pour toutes les couches, quoi. Et justement, c'est la question que j'allais te poser, c'était la question juste après. Tu fais très peu référence à l'extrême droite, que ce soit dans le livre ou dans les documentaires, donc c'est un choix. C'est un choix de d'abord parler chez nous, sur la gauche émancipatoire. Et donc moi je dis toujours, dans le 19e siècle, de construire le mouvement ouvrier, de construire le syndicalisme de combat, de construire les premiers partis révolutionnaires. C'était difficile, il y avait des journées de 14 heures, il y avait l'analphabétisme, il n'y avait pas de droit démocratique du tout. Ils ont construit ça, tout ça dans le 19e siècle. Aujourd'hui, c'est difficile pour reconstruire tout ça, mais c'est à nous, c'est à la gauche de reconstruire cette pôle d'espoir
pour une nouvelle société socialiste, etc. Et d'abord, nous, on doit suivre notre propre ligne. Et en faisant ça, on peut tirer des gens qui ne se sentent plus représentés, qui se sentent invisibles, pas écoutés, vers notre pôle. Et comme ça, on peut combattre l'extrême droite. Et ce n'est pas en courant derrière l'extrême droite, en toujours parlant sur l'extrême droite, en semant la peur sur l'extrême droite, qu'on peut donner un espoir aux gens. Je n'y crois rien. Du coup, sur l'ouvrage, sur la forme, il y a l'ouvrage, il y a le documentaire. En fait, c'est que vous avez voulu vraiment créer quelque chose d'accessible à toutes et à tous, c'est-à-dire que c'était chez toi, tu peux regarder et je le dis d'ailleurs, les livres ne sont pas accessibles à tout le monde, il y a tout un tas de gens pour de différentes raisons lisent peu, ou ne lisent pas, d'ailleurs on pourrait même penser à ceux qui n'ont pas le temps de lire, c'est quand même aussi parfois un luxe de pouvoir lire dans une société où tu as de plus en plus de travail toute la journée, enfin le soir des fois tu rentres, tu n'as pas envie de lire, surtout quand si tu as des gosses à t'occuper, etc. C'est vraiment un choix, l'accessibilité, et comment tu as choisi ça, et même le fait de faire un documentaire sur le bouquin? Non, je suis vraiment convaincu aussi que la majorité des gens veulent comprendre le monde dans lequel on vit. La majorité veut comprendre. Je suis complètement contre tous ces thèses qui disent que les gens sont cons, qu'ils ne veulent pas savoir. Non, 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 ce n'est pas mon expérience. La majorité de tout le monde veut savoir et veut comprendre. Et donc, il y a une question d'accessibilité, d'abord au niveau de la langue. Donc, aussi dans le livre, pour ceux qui lisent des livres, j'ai essayé d'écrire de manière accessible, avec un langage clair, pas simpliste, mais clair. Et de deux, on voit aussi que en éditant une série de documentation sur YouTube, une docu-série, il y a un accès beaucoup plus large. Même du côté néerlandophone, il y a entre-temps 400 000 personnes qui ont vu le docu-série. C'est énorme au niveau néerlandophone. Donc, je n'ai pas vendu de 400 000 bouquins pour le moment. Mais donc, on touche un public large et ça va être édité aussi en français et en anglais. Et en portugais normalement, donc on veut toucher beaucoup de gens parce qu'on part du principe, les gens veulent savoir, veulent comprendre le monde dans lequel on vit. Si vous aviez tous les deux là, un conseil pour les militants de gauche en France et en Europe, ce serait quoi? C'est compliqué parce qu'il faut le faire avec toute l'humilité d'une situation qui est spécifique à la France et qui est compliquée. Et en même temps, il y a des luttes de classe qui sont formidables. Donc je pense que ça, c'est difficile un peu d'y répéter la Belgique. Mais je dirais que d'une manière générale, la question de l'organisation, la structuration d'un mouvement. Chez nous, on construit un parti avec des structures démocratiques, conseil national, des sections dans les provinces et tout et tout. Je pense que c'est un point important. Parce qu'il n'y a qu'un peuple, un monde du travail organisé qui peut remporter des victoires. Ça peut être vrai pour évidemment les organisations syndicales, le monde associatif, mais nous en l'occurrence, on est représentant d'un parti et il n'y a pas que la ligne politique. Il y a aussi vraiment la question de l'organisation. La méthode. Ouais, la méthode, comment on fait des groupes avec des travailleurs pour organiser la démocratie, organiser la formation, organiser que des gens prennent des responsabilités, des écoles de formation, tout ça. Et souvent, en Europe, on parle peu de ces choses-là, alors qu'en fait, elles sont vraiment aussi importantes que la ligne politique. Vous pouvez écrire les meilleurs bouquins que vous voulez, si l'idée ne devient pas matière, et comment l'idée devient-elle matière? En rentrant dans un cerveau humain. 100% des idées qui sont rentrées dans aucune oreille n'existent plus. Donc il faut que ça rentre dans une oreille, et un cerveau transforme l'idée en matière. Et ça, c'est l'organisation qui permet ça. Et je crois que là, il y a plein de différentes expériences en Europe, mais je pense que de ce côté-là, on construit quelque chose de chouette pour l'instant en Belgique. On vient de passer le cap des 25 000 membres, ce qui à l'échelle de la Belgique, je dirais, est beaucoup, et avec un noyau organisé de plus en plus grand. Une dernière question en lien avec, un peu aussi avec le livre, mais le reste, sur l'avenir. En quoi c'est important, là, peut-être de dire même aux Français, nous on a des élections européennes en même temps que vous, en quoi c'est important d'envoyer des députés du peuple, des travailleurs au Parlement européen? Oui, pour moi, en tout cas, l'Europe actuelle, l'Union européenne ne marche pas. Mais je crois vraiment dans la collaboration des peuples européens. Donc je ne crois pas dans le repli nationaliste comme on le voit aussi. Moi, je crois qu'on peut apprendre comme classe travailleuse, la classe travailleuse en France, des Espagnols, des Italiens. Donc, je crois que vraiment, il faut avoir une représentativité au Parlement européen pour converger les luttes qui sont là, pour changer, partager les expériences. C'est vraiment, vraiment important d'organiser la rupture avec la ligne néolibérale à l'intérieur de l'Union européenne, en gardant la solidarité et les horizons ouverts. Le monde est interconnecté.
affecté. Ce qui se passe en France, ça a une influence en Belgique. Ce qui se passe en Allemagne, ça a une influence en Belgique. Et il faut mieux partager nos expériences. Le capital est aussi organisé sur le plan européen. Pourquoi le travail ou les facteurs de travail ne seraient pas organisés sur le plan européen? Donc, s'il y a des élus dans le Parlement européen, c'est très important, pas seulement pour la France, mais pour toute l'Europe. Merci beaucoup. Je vais juste vous proposer maintenant de faire un petit jeu de questions. Je vais vous poser des questions. Vous devez soit me répondre par oui ou par non, soit faire un choix entre les deux propositions. Si vous êtes prêts, vous répondez chacun à votre tour, ok? Plutôt Damso ou Jacques Brel? Damso. Jacques Brel. Un son à nous donner? Non, jamais, jamais. Tous les députés avec un salaire de travailleur ou tous les travailleurs avec un salaire de député? Excellente question. Tous les travailleurs avec un salaire de député. Pareil. C'est l'abondance, hein? La lutte des classes, passé, présent ou futur? Futur. Futur. La plus belle ville de France et pourquoi Limoges? Je vois pas pourquoi ça vous fait rire. Moi j'adore Montpellier, moi. Ouais, et toi? Non, je ne sais pas. Joker. Alors, ce sera Limoges, on va estimer. Si Mutinerie était un film, qui incarnerait le personnage principal? Ah, ouais, ça c'est une très bonne question, quoi. Moi j'ai dit Denzel Washington. Ouais, ça c'est là. Bernard Arnault, fierté française ou fierté belge? Et fierté belge parce qu'il est venu chez nous pour faire son évasion fiscale et ça nous a permis de bien marquer les esprits quand le PTB grandissait, quoi. C'est vrai, donc merci Bernard. Parce que vous savez, ici on connaît bien Bernard Arnault puisque François a fait un film à succès. Et Marco Vanès, notre premier député avec moi au Parlement, est dans le film de François. Okay, c'est comme ça qu'on a appris à se connaître parce que Marco Vanès avait dénoncé la boîte aux lettres fiscale de Bernard Arnault en Belgique. Ok. Alors oui ou non, l'ordre de la couronne pour Samuel Umtiti? Là alors, vous savez, nous les couronnes en Belgique, on a déjà soupé, quoi, hein, donc on en donne déjà trop. Citez un plat que vous pourriez manger jusqu'à la fin de vos jours. Un plat belge plutôt. Le boulet frites, hein. Ah, les boulettes liégeois, c'est délicieux. Ah, ouais, ça, je conseille à tous les Français, il faut vraiment venir à Liège, c'est le meilleur plat. Enfin, je suis objectif, quoi. Je sais pas si à Limoges on en fait, mais en tout cas, je peux vraiment dire. Ouais, c'est vraiment bon, quoi. Non, les moules d'Anvers, ouais, c'est ça. Anvers, c'est la plus belle ville. C'est Limoges de la Belgique, c'est Anvers. Alors, j'essaierai d'y aller sans problème. Plutôt botanique ou politique? La politique. Ça, c'est dur, ça, comme question. Ça, c'est dur, mais politique quand même, ouais. Vous préféreriez être de droite, mais tout le monde pense que vous êtes de gauche, ou être de gauche, mais tout le monde pense que vous êtes de droite? Ouais, être de gauche et que tout le monde pense que je suis de gauche, et ça devient plus rare dans la gauche européenne. Toi, Peter. Ok, dernière question. Finalement, est-ce que Marx avait raison? Ouais, et trop tôt, à mon avis. Trop tôt. Parce que, franchement, quand tu vois tout ce qui se fait maintenant, je veux dire, il y a 150 ans, il a déjà vu venir la massification du salariat et tout. Il avait raison trop tôt. Marx avait raison trop tôt, mais c'est pas si grave que ça, parce que tout n'est pas perdu, parce que notamment dans ce bouquin, il y a des belles leçons, je pense, de marxisme, et si vous utilisez d'autres mots, il y a de belles leçons pour comprendre le monde qui nous entoure, qui travaille, qui est essentiel, et qui pique l'argent de ceux qui travaillent aussi, qui laisse faire, à savoir nos gouvernants, comment le monde évolue. Mutinerie, c'est chez Agone. Je vous invite toutes et tous à l'acheter ou à regarder le documentaire, à regarder à écouter le podcast bientôt sur les plateformes en français, parce que pour l'instant il est que en néerlandais. Non, bientôt en français. Ouais. Okay, bientôt en français, ça peut être une lecture, pour vos étés. En tout cas, merci beaucoup Peter, merci Raoul pour cet entretien. Je ne mets pas plus en retard pour aller choper le train à la gare du Nord. Merci beaucoup et puis à très vite et vous faites un carton le 9 juin. On fait le maximum pour ça. Merci les camarades.